vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Bonsoir à tous. Tiens, il y a un pont. Je me disais, je vais venir les voir. Voilà, on salue Cécile de Ménibus et Philippe David. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ces 2 soirées des vraies voix. À votre sommaire, le grand débat du jour à 17h30. François Bayrou a commandé un travail aux députés pour remédier à la recrudescence des attaques au couteau impliquant des adolescents. En réponse, 53 propositions ressortent d'un rapport fourni par une mission parlementaire. Beaucoup d'évidence et un thème, objet de la question que nous vous soumettrons sur le compte X de Sud Radio et à l'antenne avec nos vraies voix. 2 points, port d'armes blanches par les mineurs. La vidéoprotection dans les établissements scolaires est-elle une solution efficace? Vous réagirez, nous aurons un porte-parole de la Fédération des parents d'élèves pour nous éclairer. Et puis le coup de projecteur à 18h40, c'est l'info de la nuit en France. L'Assemblée nationale a approuvé la suppression des zones à faible émission. Les ZFE qui restreignent la circulation de certains véhicules thermiques dans les centres-villes. Un pied de nez à l'écologie punitive et recul dans l'engagement écologique, ou alors les réactions bien sûr se multiplient, vous nous direz. Pour réfléchir au problème, nous vous proposons la question sans doute à la base du problème. Les voitures doivent-elles avoir accès au centre-ville? Oui, non ou sous condition? Là aussi, vous donnez votre avis au 0826 300 300 pour intervenir sur le sujet. Et puis vous répondez à la question sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Raphaël Rémy Leleu, conseillère écologiste de Paris Centre, nous donnera son point de vue. On a déjà une idée. Allez, c'est parti, présentation des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Il participe encore une fois ce soir à notre ascension commune vers la recherche de la vérité. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Est-ce que je vais tenir la dragée haute à la journée de l'Ascension? J'en doute. Je vous fais confiance et je suis confiant moi-même. Nous accueillons Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. C'est notre première ensemble, hein? Oui, c'est notre première. Ouais. Et je vais vous dire, c'est aussi la première en ce qui me concerne avec Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Tout à fait, avec un plaisir immense. On n'a pas nos repères, on avance en aveugle. Heureusement, il y a la référence totale, Philippe Bilger qui est avec nous. Mais je connais Samuel. J'ai sorti pour vous ma plus belle voix de radio. Mais je l'entends et je l'ai reconnu tout de suite. Très bien, nous fonçons au 0826 300 300. C'est Sarah qui nous appelle de Bellegarde dans le Gard, qui va être notre auditrice fil rouge. Bonsoir Sarah. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe. Ça nous fait plaisir de vous avoir parce que, vous faites le pont ou pas vraiment? Non. Ah oui, si, je fais le pont, mais je suis chez moi tranquillement. Il fait beau dans le Gard, on a de la chance, on nous envoie du soleil. Vous avez entendu Rémi André, en plus, il est sûr que ça va durer pour au moins jusqu'au week-end. Bon, Sarah, vous êtes professeur, je crois, professeur des écoles dans la vie, c'est cela? Je suis professeur en collège, en fait. Et donc, vous vouliez porter un petit coup de gueule sur les conditions de recrutement. Nous vous écoutons avec les vraies voix et nous en débattons. Allez-y. Oui, mais ce sont des choses que vous dites des fois. Hein. Il y a des experts chez vous qui connaissent bien le sujet. Si vous voulez, on s'étonne toujours de l'effondrement du classement PISA. Cet effondrement est multifactoriel, mais il est certain que la formation et le recrutement des enseignants est un énorme facteur. Et là, Mme Borne a annoncé qu'on allait recruter un bac plus 3. Alors, il faut savoir qu'un professeur normal est bac plus 5. Et même plus. Moi, par exemple, je suis bac plus 12. Bon, ça n'empêche. Plus on parle des problèmes d'autorité. Dans l'autorité, il n'y a pas que la répression. Il y a l'autorité du savoir. Parce que moi, ce qui m'agace énormément en ce moment, ça fera coup de gueule, c'est qu'on parle de toutes sortes de choses qui sont importantes. Hein. La discrimination, la violence, le voile, tous ces trucs-là. Mais on oublie que l'école, c'est pas un centre aéré. L'école, c'est un lieu de savoir. Or, l'autorité, elle repose sur le savoir. Les enfants, je vous assure qu'ils ne sont pas méchants. Ou qu'on aille, moi j'ai enseigné dans les petits coins au Sacon, en banlieue parisienne et tout. Si vous savez de quoi vous parlez,
vous avez déjà une grande partie du respect. Ouais. Alors, Et là, si on vous va savez de diminuer, quoi vous parlez, et si vous savez aussi en parler, parce que c'est important. Alors bon, on vous entend pas très bien non plus, Sarah, mais on a très bien compris ce que vous dites. J'aimerais une réaction autour de la table. Philippe Bilger, on a besoin de professeurs. Bac plus 3, bac plus 5, ça part de là ou pas ? Sarah a une vision très revigorante de l'enseignement et je la rejoins. Ça n'est pas qu'un problème de discipline, c'est un problème de compétence, de savoir et d'aptitude à la transmission. Mais je suis rassuré, elle ne trouve pas en moi un expert, donc j'ai le droit de dire à peu près ce que je pense. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Mais c'est le les principe experts, c'est dramatique. Ils sont condamnés à se taire ou à dire des choses qu'on leur a inculquées. Bon, alors après, il y a débat, mais ça en sera un autre. En tout cas, Rizlen Selika, on a besoin de profs. Alors, le fait d'avoir bac plus 3, c'est pas assez Non, mais avoir de la quantité au lieu de la qualité, moi je suis contre. Moi je suis absolument d'accord avec la dame qui vient d'exprimer son témoignage. C'est essentiel d'avoir des personnalités compétentes pour avoir une jeunesse qui puisse avancer et avoir des parcours qui puissent surtout pour l'égalité des chances en fait. Donc pour moi c'est essentiel d'avoir une formation adéquate et ne pas bâcler Bon, voilà. On est d'accord sur le principe. Alors vous, Samuel Botton, qui est un expert en communication, attention, expert. Hein. Oui, mais il ne le dit pas. En général, c'est vous qui le nommez comme ça. Voilà. Donc alors très rapidement, bon, moi, déjà... ce qui est important, le professeur, évidemment, il y a le savoir, et Sarah nous en a parlé, mais il y a aussi être capable de tenir une classe. Et là, c'est peut-être pas forcément le bac plus 3, plus 5, non ? Non, c'est une question d'attitude, mais d'abord, je voudrais remercier Sarah pour son discours. Je me félicite que mes enfants puissent avoir affaire à des professeurs comme vous, avec la vision que vous avez portée. Après, malheureusement, je vais prendre le contre-pied. Aujourd'hui, avoir des enseignants à bac plus 3, c'est une nécessité parce que nous n'avons plus forcément la main-d'œuvre et que ce sont des carrières qui, et je le déplore, ne font plus rêver. Mais on doit aussi apporter des compétences à l'école. Et chez les bac plus 3, chez des gens qui ont pu être autodidactes ou qui ont choisi des études courtes, je pense qu'il y a des compétences à aller chercher. Et puis après, malheureusement, nous avons raté depuis 20 ans les plus grands ministres de l'éducation. On a conspué Najat Vallaud-Belkacem, on a mis Papa Ndiaye dehors au bout de 6 mois, on a laissé 5 années à Blanquer qui n'ont servi à rien. Aujourd'hui, l'éducation nationale est un naufrage, mais ce n'est pas nouveau. Donc le mal, il faut le reprendre à la racine. Il faut amener de la stabilité. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Non, il faut amener de la stabilité à ce ministère et une ligne cohérente. Quand on passe son temps, Rizlen, à défaire tout ce qui a été fait par les ministres précédents pour faire des choses qui ne marchent pas et faire un pas en avant, 10 pas en arrière, forcément, ça met l'éducation nationale en échec. Et aujourd'hui, il faut faire preuve d'une ouverture d'esprit et être en mesure d'apporter des compétences nécessaires. C'est pas un centre aéré. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec elle, mais je n'ai jamais parlé de centre aéré. Ça dépend des matières. D'éducation. Je parle d'éducation. Je vous parle d'éducation et de compétences qui sont apportées à des élèves. Moi, je suis à bac plus 4. Mais mon cher Samuel, les 2 premiers ministres que vous avez cités, je sais qu'ils vous en froid dans le dos. Bon, je sais que vous êtes pu citer Vincent Payon aussi. Sarah est notre auditrice fil rouge. Elle va revenir, notamment dans notre grand débat de 17h30. Elle jouera aussi avec vous, vous savez, au fameux quiz musical. Vous allez nous trouver encore des mélodies absolument inaudibles. Oh, et paf, voilà, ça c'est. Vous êtes prêt pour PSG Inter Milan. Vous allez tacler en défense. Malheureusement, je pourrais pas le voir. Bon, très bien. Merci Sarah de nous avoir lancé sur le débat. C'est un vrai plaisir. Dans un instant, vous avez pu le comprendre, il est en forme. Mais c'est souvent quand je suis là, il est remonté, je sais pas, je dois avoir des endorphines, je développe des endorphines. Ça sera le réquisitoire du procureur dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix qui s'adonnent à une ascension intellectuelle en ce jeudi. Philippe Bilger, Samuel Botton et Rizlen Selika sont avec nous. Dans un instant, nous retrouverons notre journaliste incontournable, Félix Mathieu, avec ses 3 mots de l'actu. Mais c'est sincère en plus. Quelques indications sur ces 3 mots de l'actu. Oui, on va parler de la rupture. Elle est consommée entre Donald Trump et Elon Musk. De la rupture qui n'est pas encore consommée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, même si certains se sont un peu demandé aujourd'hui. Elle a comme semblé le clasher en disant qu'il n'était pas un fin connaisseur du dossier calédonien. Puis après, elle est un peu revenue sur ses propos, elle les a relativisés. On va parler aussi de la rupture qui allait bien consommer entre un glacier et une montagne en Suisse, un village totalement enseveli après un éboulement gigantesque. Bon, j'ai pas voulu vous faire rupture, donc les 3 mots c'est rupture, duo et éboulement. On peut faire une petite rupture parce qu'il y a Philippe Bilger qui arrive. Rupture. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur,
Philippe Bilger. Philippe Bilger, au programme de votre réquisitoire, des nouvelles recherches pour retrouver d'autres victimes d'Émile Louis. Oui, c'est un Émile Louis. J'allais dire j'ai eu la chance. Non, c'est une sorte de sombre bonheur judiciaire d'avoir été l'avocat général pour la première fois de ma vie aussi bien en première instance qu'on appelle pour Émile Louis la première fois à Auxerre, la seconde fois à Paris. Et à l'époque, on lui reprochait d'avoir assassiné 7 victimes. Et heureusement, miraculeusement, grâce à l'intelligence d'un gendarme, il avait avoué en réalité qu'il avait tué ces 7 victimes et on a retrouvé que 2 corps, des ossements qui permettaient de considérer que ces aveux avaient été confirmés. Si on n'avait pas retrouvé d'ossements, eh bien, la justice était complètement en rade, si j'ose dire. Et là, on vient de faire des recherches à Rouvray pour retrouver peut-être une 8e victime dont il aurait été l'auteur de la disparition. On n'en sait rien, bien sûr, encore, mais quand j'ai lu ça, évidemment, ça m'a replongé en pleine nostalgie judiciaire face à cet accusé avec lequel j'entretenais de bons rapports à l'audience, qui semblait être un bon pépé bien tranquille et serein et qui avait commis des horribles choses. Profitons de cette fenêtre que vous nous ouvrez, Philippe Bilger. Être en face d'un tueur en série, ça retourne ? Non, pas du tout. Moi, suivant le conseil d'un très grand magistrat, j'en ai admiré très peu, des magistrats. C'était Pierre Truche qui disait, et ça me semble évident partout où on travaille, plus l'affaire est extraordinaire, plus il faut la traiter de manière ordinaire. C'est clair. Et donc lui-même, je le traitais comme le gang des barbares. Les gens me demandaient le soir, mais comment il est ? Je lui dis, il a un visage, il a 2 bras, 2 jambes. Alors on peut détester les réponses et les versions qu'il donne, mais c'est très différent du sentiment absurde que certains avocats généraux cultivent en plaçant les accusés dans une sorte d'exotisme, de sorcellerie. Malheureusement, ils font partie de notre humanité, ils en sont le comble, le paroxysme horrible souvent. Merci Philippe Bilger de nous avoir fait partager ce moment, on va dire privilégié, parce qu'effectivement c'est une expérience assez rare pour pouvoir s'y intéresser comme c'est notre cas. Les 3 mots de l'actu tout de suite. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Voici Félix Mathieu. Et donc, rappelons-le, les mots de l'actu, rupture, duo et éboulement. C'est fini la bromance entre Elon Musk et Donald Trump. L'homme le plus riche du monde revient à ses affaires, il quitte ses fonctions gouvernementales et critique même pour la première fois le président. Y aurait-il de l'eau dans le gaz aussi entre Marine Le Pen et Jordan Bardella en Nouvelle-Calédonie? Elle se dit pas sûre qu'ils connaissent très bien le dossier calédonien avant finalement de relativiser son propos. Et puis un village suisse, Blatten, rayé de la carte après un éboulement gigantesque. Un glacier s'est écroulé au fond de la vallée, recouvrant le village qui avait heureusement été évacué il y a quelques jours. Les vraies voix Sud Radio. On ne le verra plus annoncer des coupes budgétaires avec son fils sur ses épaules dans le bureau du président pour lequel il avait fait campagne. Elon Musk quitte ses fonctions gouvernementales à la commission chargée de tailler dans les dépenses publiques. L'homme le plus riche du monde va revenir à ses affaires. Il faut dire que Tesla est plutôt mal en point. Elon Musk assurait avoir terminé sa mission gouvernementale, mais il a aussi pour la première fois hier critiqué la politique de l'administration Trump et notamment le budget. J'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives qui franchement augmente le déficit budgétaire, déclare Elon Musk sur CBS, le patron de Tesla, d'X et de SpaceX, qui s'est mis à dos une partie de l'administration Trump où ses méthodes étaient jugées brutales. Même sur le fond, d'importantes divergences idéologiques étaient apparues ces dernières semaines. Both Europe and the United States should move, ideally, in my view,
L'Europe, les États-Unis devraient passer idéalement, selon moi, à une situation de tarif zéro, créant ainsi une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord, avait notamment déclaré Elon Musk, un très à rebours des taxes douanières, expression favorite de Donald Trump. En quittant ses fonctions maintenant, il échappe aussi à l'exigence de transparence sur ses affaires, intransparence à laquelle il aurait dû se soumettre s'il était resté plus longtemps dans l'administration. Alors, 3 vraies voix. Je vais donner à chaque vraie voix une réaction sur un thème qui lui ressemble. Sur l'aspect communication, Samuel Botton, est-ce que il ne se fait pas finalement, Elon Musk, sur ce coup-là, harakiri, parce que les ventes des Tesla, etc., etc. C'est sa spécialité, c'est ce qu'il a toujours fait à chaque fois qu'il a été confronté à un moment charnière de sa carrière. Quand il a racheté Twitter, on s'est retrouvé plus ou moins dans les mêmes configurations avec des déclarations à l'emporte-pièce. Je pense qu'on a été pendant longtemps sur un mariage de raison entre deux personnalités très fortes, mais qui ont au moins le point commun d'être ingérables. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul trône dans le bureau ovale, c'est celui de Trump. Et à un moment, la cassure était inéluctable. Mais je pense aussi que ce que Musk a fait pour Trump, sur tout le long de la campagne, a payé à un moment et lui a permis de se retrouver élu dans des bonnes conditions. Deuxième mot, Félix Mathieu, avec ces propos qui ont surpris de la part de Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen dit vouloir participer aux consultations sur l'avenir de ce territoire. Et Jordan Bardella lui ont alors demandé les journalistes. Je ne suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. On partage nos talents, dirons-nous. Voilà, a-t-elle clashé son joker? Jordan Bardella, à quelques milliers de kilomètres, relativise, lui aussi sur BFM, tout en se défendant un peu l'air de rien. Elle ne dit pas que je ne connais pas le dossier. Je pense que vous sortez cette phrase de son contexte. Elle se trouve en Nouvelle-Calédonie. Elle est investie sur ce sujet et impliquée sur cette question depuis très longtemps. Elle est aujourd'hui la mieux placée pour représenter notre mouvement dans ces consultations. Mais je vous rassure, je connais très bien les dossiers ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française. Vous n'arriverez pas à créer un coin entre Jordan et moi. On se partage les dossiers, a depuis reprécisé Marine Le Pen, agacée par les journalistes et par la supposée rivalité entre elle et celui qui la remplacerait à la présidentielle. Ainsi, l'inéligibilité se confirmait. Bon, Philippe Bilger, c'est pas là, c'est pas encore là le clash, non? Non, mais c'est insignifiant, mais tout de même, c'est la première pique, première, depuis que ce couple paraissait fonctionner sans la moindre anicroche. Alors on ne sait pas. Bon, troisième mot, éboulement, un village. C'est pas capital. Non, on a quand même des éléments de réponse récents sur ce qui s'est passé dernièrement dans leur relation. Sur le fait que Jordan Bardella, du point de vue interne du Rassemblement national, essaye de s'émanciper et de constituer des équipes, ce qui est très mal perçu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un homme... Alors, c'est très paradoxal, parce que c'est un apparatchik, mais ce n'est pas un homme d'appareil. Donc là, forcément, il se retrouve un peu bloqué, et je pense qu'elle lui siffle la fin de la récré en lui disant... C'est clairement une rivalité. Rieslen, oui. C'est clairement une rivalité entre le jeune premier et l'ex... éventuellement papesse en fait du RN. Enfin, là, elle donne des contre-exemples. Ils sont complémentaires aussi, non? Oui, ils sont complémentaires, mais en même temps, je pense qu'elle tient aussi à sa place et qu'elle n'a pas vraiment envie que la nouvelle génération la devance. Donc la petite pique, elle est claire et nette. C'est un vieux schéma. C'est un vieux schéma. Bon, alors passons à ce troisième mot. Donc éboulement, un village suisse a été rayé de la carte dans une scène aux allures d'apocalypse. Oui, un éboulement massif. Un glacier s'est totalement éboulé au fond de la vallée de l'Otschental, recouvrant totalement le bourg de Blatten. Blatten, 300 habitants, désormais donc recouverts de gravats, de glace. On ne voit même plus dépasser le clocher de l'église. Heureusement, le village avait été évacué il y a quelques jours, vu les signes avant-coureurs. Les autorités suisses recherchent tout de même un disparu. Le phénomène a été encore plus massif, impressionnant que redouté par les autorités, indique Raphaël Meyerrose, responsable cantonal en charge de la gestion des dangers naturels. Ce scénario catastrophe s'est désormais produit. Ça signifie que les 3 millions de mètres cubes qui se sont détachés du glacier ont tous glissé vers le bas. C'est extrêmement rare. On ne trouve aucun exemple similaire dans l'histoire. Tout est désormais en bas et nous ne savons pas exactement quelle quantité de matière se trouve encore là-haut, mais la majeure partie a certainement glissé en bas. Voilà ce qu'il dit. Les autorités helvétiques, en tout cas, s'inquiètent maintenant, car cet éboulement a coupé une rivière. Ça risque forcément de créer un lac et donc de nouvelles inondations dans les environs. Rieslen Selika, ce sont des images qui vont changer un peu la vision que certains réfractaires ont sur le réchauffement? Ah oui, mais complètement. On le vit actuellement. On passe d'un temps très chaud à 10 degrés plus bas. On est complètement dépassé et il faut aujourd'hui prendre les choses en main et
ne pas tomber dans le complotisme, ne pas être dans le déni écologique. Et moi, j'encourage à s'y intéresser et à... Message reçu. Rizlen Selika, merci Félix Mathieu Avec pour plaisir. ces 3 mots de l'actu. Dans un instant, nous évoquons donc pour notre grand débat de 17h30 les 53 propositions sorties du rapport parlementaire pour enrayer le phénomène des attaques au couteau impliquant des adolescents. Les chiffres récents montrent que près d'un tiers des vols avec armes sont commis par des mineurs. Comment empêcher que des jeunes puissent circuler armés ? Nous vous posons la question concernant l'une des propositions majeures du rapport. Port d'armes blanches par les mineurs. La vidéoprotection dans les établissements scolaires est-elle une solution efficace ? Donnez-nous tout de suite votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne la tendance et elle pourra encore évoluer, notamment après l'intervention de notre invité, Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Bonsoir Laurent Zamekowski. Dans un instant, vous serez avec nous. Des caméras dans les établissements scolaires, ça dissuade en un mot ou pas ? Oui, ça dissuade, mais évidemment, c'est pas suffisant. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite pour le grand débat sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix de l'Ascension avec un trio original puisque c'est la première fois qu'ils sont tous les 3 ensemble. Ils se sont croisés, on les a entendus par-ci par-là. L'incontournable Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Je vous le rappelle, un livre à lire. Par définition d'ailleurs. Hein. J'ai hâte de le lire. Oui, voilà, c'est ça. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et puis Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Voilà. Et podcasteuse aussi. Ah, podcasteuse. Oui. C'est un beau métier, ça. J'ai un podcast qui s'appelle Un monde sous influence, diffusé sur Mail Immédiat, si ça vous intéresse. Eh ben, allons-y. Enfin, restez bien avec nous pour écouter l'émission. Puis après, vous enregistrez cette info et vous y allez. Place au grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 53 propositions pour enrayer un problème devenu récurrent, le port d'armes blanches par les mineurs. Le Premier ministre a confié une mission à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou, et à François Ravier, ancien préfet de Savoie. Une série d'évidences en ressort, pardonnez-moi, mais renforcer et systématiser la réponse pénale, élargir et renforcer l'interdiction du port d'armes par les mineurs et leur vente, la saisine du conseil de discipline dès lors qu'un élève est en possession d'une arme, tiens donc, c'était pas déjà fait, et puis ce thème, donc objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Allez-y, donnez votre point de vue. Port d'armes blanches par les mineurs, la vidéoprotection dans les établissements scolaires est-elle une solution efficace ? Alors, vous dites précisément non à 59%, mais c'est évolutif. Allez-y, non, ce n'est pas efficace à 59%. Je vous fais grâce des 41 autres pourcents, vous avez compris la relation de cause à effet. Notre invité, je vous l'ai présenté juste avant la pause, il est donc toujours là, Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Peut-être un mot, et on va commencer bien sûr par Philippe Bilger, avant d'aller vous voir, Laurent Zamekowski, mais Philippe Bilger, j'ai dit, il y a plein d'évidences dans ce rapport, il nous fait pas franchement rêver ce rapport, non ? Non, mais un rapport n'est pas fait pour faire rêver. Il est fait, contrairement à la tradition française, quand il est bon et qu'il contient des propositions pertinentes, il est fait pour être appliqué. Et les rapports qu'on a vantés sont très rarement appliqués. Là, moi, en réalité, à partir du moment où il s'agit d'une exigence de sécurité, je suis très naturellement favorable à tout ce qui va permettre de l'amplifier, et il me semble, je ne connais rien des autres propositions de ce rapport, que la vidéoprotection dans les établissements scolaires est un plus, mais comme l'a dit notre invité, à condition qu'il y ait d'autres choses. Ce ne sera pas une solution miracle, mais c'est un premier pas. Laurent Zamekowski, ça existe déjà dans certains établissements, vous nous le confirmez. Est-ce que ça a changé des choses ? Alors oui, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dissuade et on essaye d'éviter, enfin, ils essaient d'éviter les caméras. Il y en a pas forcément partout. De toute façon, il y a des endroits où on peut pas en mettre. Hein. Les toilettes rentrent à la reste des zones de non-droit. Les salles de classe, évidemment, et ce qui est tout à fait normal. Et puis, malheureusement, en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on est toujours pas dans la prévention, mais plutôt dans la répression, parce que ça dissuade certes
Mais parfois, certains élèves ne sont pas gênés de faire certaines exactions au sein même de la classe, et on voit bien que c'est eux. Donc, c'est pas une solution suffisante. Ces caméras-là, en plus, ne sont pas monitorées en temps réel. Il faudrait carrément qu'effectivement qu'il y ait quelqu'un ou un système d'AI qui vienne pour tout de suite détecter des situations et puis qu'on puisse intervenir très tôt. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de personnel. Donc, c'est finalement, ce n'est qu'un petit peu de dissuasion et de la répression essentiellement, puisque ça servira notamment pour les conseils de discipline ou s'il y a des plaintes, et non pas pour justement faire de la prévention et éviter que des malheurs arrivent à nouveau. Bon, je fais le tour des vraies voix. Rizlen Selika, ça vous semble intéressant cette idée de vidéo ou pas? Oui, comme Philippe l'expliquait, c'est un pas. Comme vous l'avez dit aussi, on est à 31% donc d'actes commis par des mineurs. Il y a eu une saisie aussi de 6000, une saisie d'armes blanches, plus de 6000 armes blanches en 2023, et ça a dépassé les 6500 en 2024. Région parisienne. Voilà, en région parisienne. Exactement. Et moi, j'irai plus loin. J'irai plus loin parce que là, on parle d'un plan, un plan. Par rapport à cette thématique-là, mais moi j'irais même sur un plan numérique, parce que c'est sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Telegram, qu'on achète des armes. L'arme zombie killer qui a assassiné le jeune Elias a été tuée donc par une arme achetée sur les réseaux sociaux, en tous les cas sur le net. Bon. Là actuellement il y a une commission d'enquête autour de TikTok, j'en parlerai tout à l'heure. Il faut aller plus loin. Donc très important, vous dites oui c'est un élément supplémentaire, mais il faut aller plus loin. De votre côté, Samuel Botton, je pose la question et on a très bien compris à vous écouter tous, on va développer les différentes propositions de ce rapport, mais ça change quoi franchement ces caméras ? C'est toujours plus de sécurité pour ceux qui sont observés par les caméras et donc qui sont à l'abri c'est des preuves d'un éventuel, voilà exactement, c'est des preuves. Après c'est ce qui a largement été dit, c'est une solution parmi d'autres. Si aujourd'hui Gérald Darmanin vient, et alors il a déjà dit une bêtise en disant je veux interdire les armes blanches, c'est déjà interdit aux mineurs les armes blanches, ça oui, c'est pas déjà un débat. Oui. Maintenant des caméras, très bien, moi j'irai plus loin, il y avait des lycées, des collèges qui ont porté la problématique des portiques de métaux, c'est une solution opérationnelle, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans l'ensemble des rapports que je vois passer sur l'éducation. Alors la fouille, c'est un peu plus délicat. J'entends ce que vous voulez dire, je peux le comprendre, mais ça demande un débat. C'est une sorte de fouille, hein, les détecteurs de métaux, c'est une sorte de fouille. On regarde ce qu'il y a dans les cartables. Vous n'êtes pas fouillé. Oui, vous arrivez, vous passez un détecteur, vous avez compris. Là, vous êtes fouillé, écoutez, ça amène à quelque chose. Ça amène à quelque chose. Ça, c'est un point. Il m'interpelle, je lui réponds. Non, mais c'est un point qui soulève la souveraineté de la République et comment on doit fonctionner dans un pays comme le nôtre. Donc ça, c'est un premier point, les portiques. Et après, évidemment, donner à la justice tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau. On parlait de l'école tout à l'heure et de l'éducation. On s'est un peu écharpé sur la question des bacs plus 3, des bacs plus 5. Moi, je pense que certains bacs plus 3 avec du talent et des idées pourraient justement, par de la pédagogie, de l'éducation et de la culture, amener ce supplément d'âme qui manque à ces élèves et faire en sorte de baisser la violence dans les écoles. Après, il y a un fait auquel on est confronté, on a eu l'occasion d'en parler avec Philippe il y a 2 semaines, c'est la mexicanisation de la violence dans notre société. C'est ce qui transparaît dans à peu près tous les rapports qui ont été délivrés par les préfectures et notamment sur les questions des trafics de drogue qui sont à relier avec les sujets dont on est en train de traiter. Donc il faut une mexicanisation de la réponse. Enfin, une salvadorienne, par exemple, puisque... C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut trouver les bons leviers et essayer de les appliquer dans les limites de notre République et faire en sorte que ce soit efficace. Si vous pensez que la répression, ça marche en France, je vous prends l'exemple sur le cannabis. On est le pays le plus répressif d'Europe et pourtant on a 6,5 millions de fumeurs. Bon, alors nous avons 0826 300 300. Sarah, notre auditrice fil rouge, ça ne vous a pas échappé tout à l'heure, elle est professeure en collège, Sarah, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, on vient d'en parler avec Laurence Zamekowski. Alors là, c'était le point de vue parent d'élèves. Vous, le point de vue professeur, si vous savez que vous avez dans votre établissement des caméras de surveillance, est-ce que ça vous change la vie ? Moi, absolument pas, parce que je ne fais rien dont je puisse rougir. Les enfants, je ne suis pas certaine, surtout en collège, parce que les enfants, souvent, se laissent emporter par ce qu'ils font, ils oublient complètement tout le reste. Donc je ne crois pas que ce soit... Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus au portique. Je crois qu'il faut lever... Alors là, je pense que monsieur le président de la PEP ne va pas aimer, mais je pense qu'il faut lever la sacralisation de l'enfant à l'école. Il faut qu'il soit un citoyen responsable, qui ouvre son sac, qui montre ses affaires, comme nous sommes
obligés de le faire, nous adultes. Je crois qu'on oublie un peu trop que l'école est préparatoire à la vie d'adulte et que donc quand on leur demande des choses, il faut leur expliquer. Moi, j'explique toujours aux enfants, on vous demande ça parce que plus tard on vous le demandera. Bon, mais pour moi, il y a autre chose. C'est que le fond du problème de cette violence, c'est que on n'offre pas aux enfants des choses stimulantes et intéressantes à l'école. Et de plus en plus, comme les budgets sont coupés, il y a de moins en moins d'assistants d'éducation qui peuvent encadrer les jeunes, leur parler, échanger avec eux. Nous, les profs, on propose du tutorat, c'est jamais accepté. Tous les projets s'arrêtent les uns après les autres parce qu'on ne met pas d'argent dans l'éducation. Et or, un enfant, il faut l'occuper. Il fait des bêtises souvent parce qu'il n'est pas occupé. Si vous lui proposez des activités stimulantes, déjà, je vous dis pas que ça résoudra tous les problèmes, mais ça va déjà. Un enfant qui est en activité, il pense moins à faire des bêtises. C'est tout. Ouais. Alors, en même temps, ceux qui ne viennent pas à l'école et qui sèchent les cours, comme l'on dit, c'est pas parce que ça ne les intéresse pas, c'est qu'il y a autre chose derrière. Qu'en pensez-vous, Laurent Zamekowski, puisque Sarah vous a interpellé d'une certaine manière? De toute façon, première chose, déjà, les établissements où il y a de la vidéosurveillance, il y a quand même, dans certains, des problèmes. Donc, la vidéosurveillance, c'est très bien, mais c'est vraiment insuffisant. La deuxième chose, il faut évidemment pas transformer les établissements scolaires en prison. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut... Et c'est la vraie question, et là, je rejoins on en est loin quand même, on en est loin, Laurent Zamekowski. Oui, vous vous doutez bien aussi que les portiques, le matin, quand vous avez des centaines d'élèves qui arrivent en même temps, voire un millier, il faut aussi pouvoir gérer. Pareil pour la fouille. Oui. Donc c'est pas aussi simple que ça, il y a quand même une certaine logistique. Mais après, au-delà de ça, et c'est là ce qu'a dit madame, notamment les assistants d'éducation. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, nous avons un assistant d'éducation pour 120 élèves au collège et un pour 250 au lycée. Donc vous vous doutez bien que par exemple les entrées-sorties, avec 2 assistants d'éducation pour surveiller et avec des milliers d'élèves qui passent, évidemment, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a un véritable problème de ce côté-là. Et en plus, les assistants d'éducation ont la capacité aussi d'être avec les élèves, de pouvoir discuter avec eux et de détecter de façon précoce des situations. Et c'est surtout ça qui est le plus important. C'est évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de prendre des caméras que de payer des salaires et d'avoir des gens sur place qui seraient aussi formés pour pouvoir aider les élèves. Et en même temps, vous l'avez dit, c'est une preuve. Rizlen Selika veut intervenir. On parle quand même de faits divers, de par exemple la jeune fille qui a vécu, qui a été assassinée de 57 coups de couteau. On parle vraiment d'une recrudescence en fait de violence chez les jeunes. Donc quand moi j'entends la personne interviewée qui explique que ce n'est pas possible, pour moi c'est inaudible. Il faut mettre les choses en place. Et en ce moment il y a un plan, donc un plan qui est en train d'être mis en place, donc un plan pour la prévention des mineurs. Moi je vais plus loin. Il faut un plan numérique, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Ces ados qui tombent dans des réseaux, par exemple, excusez-moi, laissez-moi terminer mon propos, dans des réseaux, par exemple, masculinistes ou de radicalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait monter des algorithmes négatifs et ça touche à la santé mentale. Bon. Donc moi, je vous dis, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. On vous écoute tous. Philippe Bilger, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que la problématique de la question soulevée par le Premier ministre, on le rappelle, qui demande un rapport sur le port d'armes blanches, est-ce que le problème il est à l'école ou beaucoup plus large? C'est ça l'idée, quoi. Oui, mais Monsieur Zamekowski, qu'on a le plaisir de voir régulièrement sur Sud Radio, j'ai l'impression que à tort ou à raison, vous n'êtes pas très friand d'une véritable autorité, d'un contrôle effectif des élèves qui rentrent. Est-ce que je vous trouve souvent assez pessimiste dans les observations sur les mesures proposées? Est-ce qu'au fond, je me trompe, ou est-ce que vous ressemblez à ces contrôleurs qui n'aiment pas trop qu'on contrôle? Je rappelle, vous représentez la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Répondez, cher Laurent Zamekowski. Je me trompe? Malheureusement, oui, parce qu'en fait, il y a une question de logistique. Sur le terrain, il y a des choses. Aujourd'hui, on n'a pas le personnel pour gérer justement les flux des élèves et éviter les problèmes. C'est juste ça. Je veux dire, vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Il faut aujourd'hui du personnel pour pouvoir scruter et notamment voir les questions cibles. Il y a un vrai problème sur la santé mentale des jeunes. Oui. Madame l'a dit.
c'est tout à fait vrai. Et aussi pour ça, par exemple, ce jeune gamin, peut-être qui a mis 57 coups de cause, s'il avait été repéré parce qu'il y avait plus d'adultes pour encadrer, peut-être on aurait pu faire quelque chose avant qu'il passe à l'acte. Bon. Donc ça, c'est la prévention, c'est ce qui est fondamental. Le reste, c'est très facile de faire des effets d'annonce quand on n'est pas sur le terrain et quand on n'est pas capable et qu'on voit pas comment ça se passe en termes de logistique. Mais nous, on y est. On est là. C'est indéniable. C'est la raison pour laquelle Sarah, notre auditrice qui est professeure, vous, Laurent Zamekowski, et vous, Samuel Botton, je veux vous écouter. J'ai l'impression d'être à une conférence de presse de Gérald Darmanin, c'est-à-dire on m'annonce des trucs, on me dit oui, c'est possible. Qui est Gérald Darmanin alors là? J'en ai deux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut se rendre dans les écoles, il faut comprendre ce que c'est. Je pense que vous êtes totalement déconnecté de ce qui se passe sur une journée. Le monsieur nous l'a expliqué. Rislaine, je vous laisse parler même quand vous dites des bêtises. Mais non, mais me dites pas que je suis déconnecté. Moi, je collabore avec Abel Bowie, je l'ai interviewé sur la prostitution des mineurs. Lui, il va sur le terrain. Lui, il rencontre les personnes. Lui, il va sur le terrain. Quand on parle d'opérationnel, vous l'oubliez totalement. Ensuite, on vous a posé une question, je vous ai posé une question sur vous mettez quoi dans votre plan numérique. Si aujourd'hui, on est en train de m'expliquer que le plan numérique, c'est encore d'aller faire une énième campagne de sensibilisation, il y a une commission d'enquête actuellement sur TikTok. Il y a une commission actuellement. Le grand public aujourd'hui, le grand public ne suit pas toutes les commissions d'enquête. Ah bah si, c'est sur YouTube, monsieur. C'est sur YouTube, monsieur. Vous allez regarder, monsieur. Je le sais, je les regarde. Je vais être obligé de couper le micro. Si vous mangez comme ça, je vais être obligé de couper le micro. Chacun son tour, s'il vous plaît. De mettre de la mesure, ce qui nous manque. Mais il ne faut pas qu'il m'interpelle alors. C'est ce que vous faites à longueur de temps. Moi, je ne vous ai pas interpellé. Vous avez démarré votre. Bon, ok, stop. On arrête tout ça pour dire il faut ramener de la mesure et du pragmatisme. Aujourd'hui, on manque de pragmatisme sur l'ensemble des rapports qui sont faits et sur l'ensemble des mesures qui sont préconisées. Il faut aller dans les écoles, il faut parler avec les enseignants, il faut parler avec les syndicats d'enseignants. C'est ce que Sarah vient de dire. Ben c'est très bien, oui, je vais dans son sens. Sensibiliser, éduquer, c'est ce qu'on dit. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous me parlez de plans dans lesquels vous ne mettez rien, vous me dites juste il faut réagir, il faut éveiller les consciences. On va éveiller les consciences, très bien. On le fait comment? Aujourd'hui, c'est du travail de terrain, c'est tout ce dont vous n'avez pas parlé. Laurent Zamekowski. Là, c'est de la diffamation. Pas du tout. Bon. Je vous invite à repasser. Bon, alors, stop. On va vous mettre d'accord, et peut-être hors antenne, puisque vous en êtes à des propos un peu violents. Juste, Laurent Zamekowski, c'est important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce problème des réseaux sociaux. Et est-ce que beaucoup plus que la problématique de l'école pour l'histoire des armes blanches, rappelons-le, c'est pour vous les réseaux sociaux, c'est pour vous autre chose? Allez-y, concluez. C'est toujours la même chose, c'est plus facile de traiter la forme que le fond. Je veux dire, les réseaux sociaux n'ont fait évidemment qu'amplifier des choses existantes. Il y avait déjà du harcèlement, par exemple, par téléphone, par courrier, etc. Ça a été amplifié, bien évidemment. Et le plus important, c'est d'abord de prendre des mesures fortes pour la santé mentale des jeunes, et après, de renforcer la présence des adultes dûment formés dans les établissements pour éviter les drames, donc de manière précoce. Il faut prévenir, il faut éviter les drames, pas simplement faire de la répression. Bon, et c'est très passionnel, vous l'avez compris, mais effectivement, ça affole tout le monde puisque ce sont nos enfants qui sont concernés, et bien sûr avec les conséquences dont on parle. Bon. Détendons-nous, il y a des désaccords, vous l'avez compris, c'est le principe des vraies voix, parlons vrai, chacun a son opinion. Merci cher Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Nous avons Sarah avec nous, fil rouge, qui va rester justement pour se détendre. C'est vous qui allez savoir si finalement vous allez mettre dans la même équipe Samuel et Rislaine, qui a priori n'y étaient pas précédemment. Mais on va voir ça dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Eh bien, c'est un plaisir. On s'était dit, on va faire le pont, c'est tout ça. Eh bien, finalement, c'est comme en semaine. Hein. Les sujets sont effectivement passionnants. Vous l'avez compris, alors autour du sage Philippe Bilger. Faut le dire vite. Nous avons les pas toujours en adéquation, mais très présent dans ce débat, Samuel Botton et Rislaine Selika. Et peut-être que Sarah, notre auditrice, pour le grand quiz musical, va remettre d'accord Samuel Botton et Rislaine Selika. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Bon, alors, vous savez que j'adapte à chaque fois, donc on se fait ce petit quiz musical. Sarah, vous allez choisir la vraie voix avec qui vous allez faire équipe. Donc, soit Philippe Bilger, soit Samuel Botton, soit Rislaine Selika. Il faut trouver l'interprète des extraits de chansons que je vais vous donner, et la thématique, c'est l'ascension. Alors, au sens large, vous voyez. Ouh là là, ouh là là. Alors, si vous êtes avec Philippe
Philippe, vous mettez ensemble Rizlen et Samuel et on ne sait pas ce que ça peut donner. Sinon, vous choisissez. Allez-y, Sarah. Ah, mais écoutez, moi, d'abord, j'aime vivre dangereusement. Ensuite, j'ai un gros faible pour Philippe Bilger. Oui, mais je crains d'être faible dans eux, ma chère Sarah. Avec plaisir. Mais Philippe, vous avez été touché, vous avez votre fan là. Ouais. Oui, mais j'en ai au moins une dans la vie, ça fait plaisir. Vous en avez tellement, Philippe. Allez. Bon, Rizlen est donc avec Samuel. Alors, écoutez bien, un extrait pour une équipe à chaque fois. Donc, c'est le duo association Philippe Bilger et Sarah, notre auditrice, qui commence. Vous devez nous trouver l'interprète. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, c'est l'autre équipe qui peut prendre le point. Allons-y. C'est nous, c'est Goldman. C'est Goldman. Bon. Alors, il faut savoir que c'est le chanteur préféré de Philippe Bilger, voilà. Mais si vous aviez choisi une autre vraie voix, Philippe Bilger n'aurait pas eu à répondre à Jean-Jacques Goldman. Mais là, vous avez été avantagé, Philippe. Vous êtes incollable sur Jean-Jacques Goldman. Incollable, non. C'est vieux, moi. Il y a les Beatles, c'est Goldman. D'accord. Alors attention, c'est au duo Rizlen et Samuel pour peut-être égaliser. Qui chante ça ? Tôt ou tard, ça n'allait. Francis Cabrel. Cabrel, ouais. Francis Cabrel, vous avez marqué un point ensemble tous les deux. Vous êtes désormais unis à vie. Les points. Au secours. J'ai beaucoup plus confiance aux capacités musicales de Rizlen qu'en les miennes. Rizlen, ne répondez pas, c'est une provocation. Non, c'était un compliment. Je l'accepte. Très bien. Alors, en général, et Philippe le sait, les premières mélodies sont faciles. Oui. Les suivantes sont plus difficiles. C'est à vous, cher Philippe et chère Sarah, qui chante ça. Oula. Sarah, je compte sur vous. Oh là là, Philippe, au secours. Ça s'appelle. Elle est française, elle chante en anglais, mais elle est française et ça s'appelle Comme. Viens. Oh là là. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non. Vous ne Moi, l'avez je l'ai pas. pas. Alors, Rizlen et Samuel peuvent trouver. Alors, On connaît la chanson, mais on ne l'a pas, je crois. Ah oui. vous ne l'avez pas? 0 point là-dessus. Elle s'appelle Jane. Ah, non, Jane. je l'ai pas vu. Voilà. Mais je connais le son, mais Là où il y a effectivement, le nom. il n'y a pas de plaisir. Hein. Alors maintenant, c'est au duo des vraies voix. Vous pouvez prendre l'avantage. Qui chante ça? J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Soprano. Soprano. Ça fait. Ah, je suis dans la bonne équipe. Il est chez moi, celui-là. Ça fait Marseille. 2-1. Ah, t'es de Marseille. Ok. J'espère que vous apprécierez mes petits clins d'œil par rapport à l'ascension, hein, mon Everest, Envole-moi, enfin bon bref. Je connais pas ces chansons. Oui, donc, oui, c'est Bon, pas grave. allez, Philippe, on se reprend. Philippe et Sarah, c'est à vous. Vous venez de dire Sarah et Philippe, on se reprend. Vous pouvez. Qui chante ça? Il est mort. Ah ben c'est... Le soleil, Oui. Non, c'est là. Elle ne chante pratiquement plus. Mireille Mathieu. Non, c'est une mauvaise réponse. Et non. Alors attention, est-ce que Samuel et Rizlen ont la réponse? C'est une des plus grandes voix de la chanson française. Ben oui, bien sûr. Est-ce que vous l'avez? Je vais le tenter, je peux dire Catherine Lara. Non, c'est Nicoletta. Ah ben oui, c'est Nicoletta. je ne connaissais qu'elle. On en reste 2-1. Mais voyons. Alors attention, c'est important parce que si vous répondez là Nicoletta. Samuel et Rizlen, vous meneriez 3-1, auquel cas vous seriez irrattrapable. Et donc ça veut dire que vous gagnez. Qui chante ça? Le temps de m'y faire, je prends mes affaires et puis j'arrive. Allez, il nous faut les réponses. Zazie, c'est gagné, Rizlen. Bah oui, c'est c'est gagné. beaucoup plus facile que deux. Oh non, Philippe, vous n'allez pas me dire, vous connaissez mieux Zazie que Zazie, je Nicoletta. connais pas. Zazie, elle n'est dans les jurys, c'est tout ce qu'elle fait. Eh ben, donc c'était pas Elle a une facile. carrière quand même, Zazie, Philippe. je l'aurais eu sur d'autres Bon, sons. alors mais sur écoutez, celui-là- c'est une victoire donc du couple 3-1. impossible. Pardon, Sarah. Allez, Tiens, Sarah, cadeau pour vous, Sarah. Dites-moi qui est cette chanteuse. Allez-y. Ah ben, Seulement Sarah. c'est Non, mais Véronique. je suis très mauvaise à ces jeux-là. Véronique. Il y a eu un super film sur elle et un grand avocat.
Et elle fait de très bonnes chansons. Véronique Chanson avec le petit jeu de mots magnifique de Philippe Bilger. Elle fait de très bonnes chansons. Donc 3-3. Ah non, on a gagné. Pas tout à fait. Bon, c'est gagné pour Rizlen et Samuel, mais vous avez fait une bonne action, Philippe et Sarah, parce que vous les avez réconciliés. Voilà, je sais Oui, très c'est vrai. On s'est tapé quand même. Merci Sarah d'avoir été notre auditrice fil rouge. On se retrouve dans un instant tout de suite après les infos et les vraies voix sont là. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Eh bien, puisqu'on parlait de football lors de l'info, on va dire qu'on passe à la deuxième mi-temps des vraies voix avec toujours notre trio présent pour nous permettre cette ascension en ce jour de repos, mais ce jour de réflexion. Philippe Bilger, le premier d'entre eux, président de l'Institut de la Parole, magistrat honoraire, ça marche toujours. Voilà, ça, toujours. J'aime bien ça, j'aime bien. J'espère honorable. Il faut que je le démontre ici. Hein, oui. Avec vous, pour vous accompagner, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Vous conseillez tout le monde, hein? Conseille principalement des entreprises françaises, des sportifs, des politiques. Ça m'arrive, mais je dois avouer qu'avec le temps, l'envie est peut-être moins forte face au manque de cohérence. C'est intéressant, faudra nous en parler un jour. Et puis Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Sur quel sujet en ce moment? On peut peut-être pas tout révéler, non? Mais je peux vous parler de l'émission. Donc c'est pour Arnaque, présentée par Julien Courbet. Ah bah oui, qu'on salue. Oui. Diffusée sur M6. Ouais. Et j'ai bien avancé. Là, je rentre en montage. Et voilà, la traque d'un escroc, un faux gestionnaire de patrimoine. Très bien. Donc en fait, votre enquête n'est pas une arnaque, Rizlen. Absolument, non, je ne suis pas une arnaque. Question plus importante, personne autour de la table n'est concerné par l'enquête. Allez savoir. Bon, je pense que je vais commencer. Vous l'avez compris, vous les auditeurs de Sud Radio, rien ne leur échappera. Au vu de leurs activités, vous l'avez compris. Nous filons au 0800 26 300 300. Vous laissez régulièrement un message sur l'actualité et nous en devisons. Exemple, Jean-Louis d'Arles. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, j'appelle d'Arles. Je trouve que le timing de cette loi pour la fin de vie est particulièrement mauvais. Au moment où on manque de médecins, les diagnostics sont faits en retard et où beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués dans des délais normaux. Et inventer une loi qui permet de les achever quand on n'est plus capable de les soigner, ça me paraît tomber vraiment très mal. Merci pour vos émissions et bonne journée. Merci Jean-Louis pour ce message. Alors c'était le sujet d'hier soir, Philippe Bilger, vous étiez bien sûr là. Alors j'étais minoritaire face à des contradicteurs vraiment tout à fait passionnants. Moi je reste incertain, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été confronté, si j'avais été député, mais là où je rejoins, si j'ai bien saisi notre auditeur, sur le ça ne m'apparaissait pas prioritaire. Tout de même. Donc vous êtes d'accord avec lui? Si j'ai bien compris ce qu'il dit à un moment donné. Oui, c'est ça, parce qu'il dit qu'il y a d'autres préoccupations, mais celle-ci en est une quand même, Philippe. Oui, bien sûr, mais comment dirais-je, tout ce qui relève des tréfonds, des croyances intimes, des attitudes devant la mort, je me demande si la loi n'est pas aussi subtile qu'elle soit, si ça n'est pas un marteau un peu trop sommaire pour gérer ce type de sensibilité, mais j'ai conscience d'être strictement subjectif. Rizlen Selika, est-ce que cette loi s'imposait maintenant? Est-ce qu'il y avait besoin d'une loi comme ça? Ah oui, je pense qu'à un moment donné, il faut légiférer. À un moment donné, il faut avancer. Il y a des familles, des personnes qui sont dans des situations très compliquées. J'ai perdu mon père d'un Alzheimer précoce. Ça a été très difficile. Peut-être que si on avait eu ce genre de loi ou si les choses avaient avancé, peut-être qu'on aurait réfléchi différemment, parce que la fin de vie, elle a été très très dure. Donc c'est personnel, ça touche des convictions religieuses. Donc oui, il faut avancer sur... Moi, je me demande, alors un cas personnel, et Samuel, je vais aller vous chercher dessus, mais bon, j'ai un ami qui était très 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 malade et qui est allé à l'hôpital et qui a demandé une potion sédative, quoi. Pardonnez-moi, j'y vais. Leonetti. Voilà, c'est ça, et ça c'est fait. Donc finalement, c'est comme si on fait une loi sur des choses qui se font plus ou moins. Mais il faut. Vous en pensez quoi, Samuel Botton? D'abord, je ne peux qu'être raccord avec tout ce qui a été dit. À cela, j'ajouterais qu'on est. Alors, c'est pas une question de priorité,
C'est la question que c'est un dossier qui traînait depuis énormément de temps et je pense que je n'étais pas encore majeur, qu'on en parlait déjà. J'ai 34 ans aujourd'hui. Et après, la question centrale dans tout ça, c'est celle de la dignité humaine. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, ne pas perdre de vue. Je peux comprendre que ça soulève des débats d'un point de vue religieux, moral. Je pense que de toute façon, la dernière réponse, elle doit se trouver chez le patient, qui doit pouvoir aussi disposer librement de son corps, de son esprit, de ce qu'il souhaite en faire arriver à un certain stade de la maladie. On ne peut pas faire ça de manière sauvage et désorganisée. Il faut un cadre, il faut une expertise avant d'y arriver, certes, mais je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse enfin y arriver et pouvoir prendre en compte aussi la détresse morale des familles et des patients. Mais quand même, et Philippe Bilger, parce que vous en avez largement débattu hier soir avec Cécile de Ménibus et Philippe David, mais ces médecins qui disent nous ne sommes pas là pour faire ça alors que, pardonnez-moi, mais encore une fois, je viens de donner un exemple, ils le font. Ça veut dire quoi? Moi, en fait, il y a un argument c'est Philippe Juvin qui me convainc lorsqu'il indique les gens à froid, lorsqu'ils sont questionnés, disent bien sûr, je souhaite cela, la loi Leonetti ne suffit pas, les soins palliatifs, la sédation, ça ne suffira pas parce que je veux qu'on apaise mes souffrances et qu'on me permette de rester digne. Et puis quand on les met concrètement dans la situation extrême et quand précisément on leur permet de diminuer leur souffrance, il arrive fréquemment qu'ils changent d'avis. Ouais. Rislaine, pour conclure sur ce sujet. Si je peux me permettre, voilà, j'ai perdu mon père donc d'un Alzheimer précoce. Sa fin de vie, elle a été très difficile. Ça a été en Belgique. Donc nous, là-bas, il y a encore c'est plus ouvert. En Belgique, en Suisse, exactement. Notamment. Ouais. Mais de par nos convictions religieuses, la question, elle se posait même pas. Mais je peux comprendre que de voir un proche, son père, enfin, voilà. De notre côté, ça se posait pas. C'était impensable d'aller plus vite que la mort, même si c'était très difficile. Merci à Jean-Louis Darle qui nous a donc interpellés au 0826 300 300. Les vraies voix restent avec nous. Dans un instant, Félix Mathieu arrive pour l'info en plus. Passez un bon jeudi de l'Ascension. Nous sommes avec vous, à vos côtés, sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Nos trois vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Samuel Botton, Rislaine Selika, vous êtes les bienvenus sur l'antenne, chers auditeurs. Vous n'hésitez pas à participer à nos petites consultations sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte X. Voici le moment de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bon, alors, vous collez complètement à l'actualité, mais ça ne surprendra personne, Félix Mathieu, pour ceux qui vous connaissent. Le pont de l'Ascension, et peut-être donc pour certains d'entre vous, de longs trajets en voiture. Aïe, aïe, aïe. Voire dans les embouteillages, chacun sa méthode pour rester patient. Mais souvent, la musique, c'est connu, adoucit les mœurs. Les Français sont 42% à en écouter systématiquement en voiture, 42%, 38% à le faire très régulièrement, soit au total, une majorité de Français qui écoutent de la musique en voiture pour se détendre, pour éviter de s'énerver sur celui qui est devant, sur celui qui fait une queue de poisson. Un sondage inédit que l'association Prévention routière a mené nous éclaire sur la musique préférée des Français au volant, figurez-vous, pour tenter donc de rester serein en toutes circonstances. Sophie Saintin est la porte-parole de cette association Prévention routière. Elle nous dévoile les titres stars. Hotel California de The Eagles. Bohemian Rhapsody de Queen. Et j'ai demandé à la lune d'Indochine. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je viens de vous révéler le top 3 des 3 chansons qui sont les plus écoutées par les Français et qui les rendent les plus zen au volant. En tout cas, les styles musicaux qui les apaisent, c'est plus particulièrement la variété française et la pop qui vient en deuxième position. Alors, quand on regarde par tranche d'âge, typiquement, chez les jeunes, le rap et le hip-hop arrivent un peu plus proches dans les styles musicaux préférés. Et chez les plus âgés, on a plus souvent le jazz et le blues qui revient.
Voilà, Sophie Saintin jointe par Amélie Béguin pour Sud Radio. Je pense aux musiciens, le fait d'écouter Indochine, si ça les calme, je suis pas sûr. Mais bon, écoutez. En tout cas, les vraies voix ont elles aussi leur méthode pour se détendre au volant. On a fait un petit sondage, alors on va en écouter quelques-unes, que chacun se dénonce au fur et à mesure. Mais qu'est-ce? Rislaine? Oui. Alors moi, on écoute. Okay, alors moi j'adore la musique brésilienne, je suis amoureuse du Brésil, je suis partie à Salvador de Bahia. Donc moi dès que j'écoute un son brésilien, et en l'occurrence celui-là, c'est Meu Primeiro Amor, c'est Lucas Santana, c'est un grand chanteur brésilien. Georges Ben, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, oui, Tropicalisme, la bossa nova, voilà, moi j'ai vraiment été bercée. Orfeo Negro. Orfeo Negro, j'adore ce film. C'est ça qui m'a poussée aussi à aller au Brésil. C'est une belle ode au carnaval de Rio, des années, je pense, 50, 60. Et voilà, le Brésil. Alors, votre sondage se poursuit? Bah oui, qu'est-ce qu'on écoute d'autre en voiture? Ça, c'est moi. Ah, j'ai une confidence à vous faire, Félix. Je n'ai pas le permis. Ah, mais vous pouvez être passager peut-être. Je me balade à vélo. Je suis souvent passager. Là, en l'occurrence, c'est SCH Interlude Jour d'Octobre. Que j'aime particulièrement parce que on n'est pas sur du rap à mon sens, on est vraiment sur de la variété et c'est là que se fait la transition de l'artiste que je trouve très intéressante et surtout ça nous rappelle les amours perdus, il y a une douceur dans la mélodie et je pense qu'il est impossible de pouvoir s'énerver sur cette chanson même quand on est au volant dans les bouchons à Marseille. Oui parce qu'en revanche et à vélo c'est déconseillé par contre je pense. À vélo c'est interdit. Alors c'est surtout interdit. Plus que déconseillé. Vous ne pouvez plus mettre de casque. C'est aussi peu énervant Samuel que Carla Bruni quoi. C'est un débat qu'on aura une prochaine fois. Je risque de m'énerver encore plus fort que tout à l'heure. Le nom du chanteur SCH, Julien Schneider de son prénom, rappeur marseillais, et qui a signé en fait une trilogie Julius 2, Julius 3 et le préquel Julio. Pour expliquer toute l'histoire. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire on a eu affaire à un rappeur pendant des années qui a opéré une vraie transition de genre. Oui, parce que vers le rap, c'est pas fait pour calmer au départ, hein, franchement. Non, faut ça être peut, honnête. Ouais, enfin ça peut, ou ça ne peut pas. Et donc, alors on va voir le choix de Philippe, non? Bah oui, qui est connu pour être un fan absolu de. Oh. Avec Michael Jones, hein, Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est pas. On le traite parfois avec condescendance en disant que c'est du boy scoutisme, tout ça, mais quelle musique! Mais c'est un génie! C'est un génie de la chanson, des Et en plus, je crois que j'ai été passionné par lui, d'abord à cause de sa personnalité, bien plus. Le chanteur est bon, mais le compositeur est fabuleux. Et l'homme. Très peu de gens qui s'assoient à la table de Goldman à l'écriture. Et à la voix aussi. C'était très joli, finalement, ça a calmé tout le monde. Déjà avec le quiz, tout à l'heure, on avait rabiboché tout le monde, donc c'est très bien. Ça donne presque envie de partir au bord de la mer, finalement. Tous ensemble! Ça, c'est mon choix. Qu'est-ce que c'est beau, ouais. Voilà ce qu'on écoute dans la voiture de Frédéric Brindel. Michel Jonas. Ah d'accord. Je croyais que c'était Six, Son. C'est pas très rock. Philippe, vous êtes déjà monté en voiture avec moi alors. Non, mais je pensais que c'était votre passion exclusive. Mais vous n'avez pas tort, mais je suis obligé de le masquer à la radio. Ah oui, Michel Jonas. Bah oui. Et puis, alors cette chanson est éminemment sociale, hein, évidemment, et elle parle d'un milieu que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes de la haute bourgeoisie, Philippe, alors que moi je suis un modeste gueux. Ouais, c'est ça. Donc si Sex and Son, mais aussi les vacances au bord de la mer. J'aime énormément les gueux. Bon, alors vous m'aimez. Vraiment. Et on va en parler, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Félix Bonne route. Mathieu. Allez, dans un instant, ça sera le tour de table, dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix sont prêtes, c'est leur moment en plus, hein, puisque c'est le tour de table. Philippe Bilger, Samuel Botton, Rislaine Selika. Allez, on y va. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, vous voulez revenir sur la remarquable émission de la santé mentale avec Nicolas Demorand et Philippe Amotte. En général, je ne suis pas un fan d'Augustin Trapenard qui m'agace un peu pour ne rien vous cacher. Mais hier, je zappais un petit peu et j'ai vu Nicolas Demorand que j'aime beaucoup comme journaliste et j'avais lu son livre Intérieure Nuit et il était tout à fait remarquable dans l'émission.
en même temps qu'une femme, on a le droit de le dire, extrêmement belle, qui s'appelle Philippa Mott, qui elle-même a été la proie d'une maladie mentale différente de celle de Nicolas Demorand, qui lui était bipolaire. J'ai été frappé par l'intelligence absolue de ces deux personnalités et le fait que j'ai compris, alors que je sortais des âneries avant, que la maladie mentale ne se guérit pas par le simple effet de la volonté, que c'est terrifiant physiquement et mentalement. Et ils racontaient très bien l'un et l'autre comment ils avaient des douleurs insurmontable, et à un moment donné, lorsqu'ils en sortaient, ils avaient l'impression de devenir des gens avec une force, une plénitude, une exaltation artistique phénoménale, mais quand ils sortaient de là, c'était de nouveau, ils retombaient sur le terrain affreux de leur quotidienneté. Et quand ils ont été guéris, enfin Nicolas Demorand dit qu'on ne l'est jamais complètement de la bipolarité, mais il va mieux, heureusement. Et la femme, Philippa Mott, expliquait que la grande difficulté lorsqu'on est guéri, pour elle c'était le cas, c'est de revenir dans un quotidien où on n'a même plus ces phases d'exaltation et de créativité. On se demande comment on fera. Elle avait découvert le dessin dans son délire et elle craignait de ne plus le retrouver. Heureusement, lorsqu'elle a retrouvé sa normalité entre guillemets, elle a vu qu'elle pouvait continuer à dessiner. C'est une émission remarquable et qui a beaucoup, je pense, éclairé sur ce qu'est véritablement la santé mentale. C'était sur la 5, hein, c'est voilà, ça? Ouais, sur la 5. Bon, alors grande cause nationale, rappelons-le, hein, la santé mentale tout au long de cette année. Merci Philippe Bilger pour ce tour de table. Passons au vôtre, Samuel Botton. Vous revenez sur les 30 jours hors normes de Jul. Ah, on en parlait, le fameux rappeur marseillais. Le Johnny de notre génération. Voilà, un effet commercial à la Taylor Swift, je vous écoute. Alors, l'effet commercial à la Taylor Swift, il est très simple. À chaque fois qu'elle se déplace aux États-Unis pour un concert, s'ensuit des booms économiques impressionnants, des créations d'emplois temporaires, des commerçants qui se frottent les mains. Eh bien, Jul, j'ai eu, moi, la chance de le suivre, du coup, dans ses activités sur les 30 derniers jours qui se sont écoulés. Donc, ça a commencé par la sortie d'un album qui a très vite battu des records. Ça a été un concert au Stade de France qui s'est tenu, record absolu devant U2, Indochine et Johnny, 97 800 personnes. À la suite de ça, donc il a refait 2 concerts au Stade Vélodrome, 2 records coup sur coup, 75 000 personnes chaque soir, avec un reveal à la fin du concert, et c'était la première fois que je voyais ça, et ça ressemble un peu à la stratégie qu'a eu le Paris Football Club avec Nino. Le reveal du maillot de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. D'habitude, on le fait traditionnellement sur le dernier match. Là, c'est Jul qui le sort, avec Mehdi Benassia, le directeur du club, et Adrien Rabiot à ses côtés. Et forcément, moi, sur ces différentes journées, j'ai vu des commerçants qui étaient aux anges, parce que ça fait du monde, parce que ça fait des moments de vie, parce que ça consomme énormément. Et j'ai aussi vu un artiste qui, aujourd'hui, finalement, incarne à merveille l'étirement de génération auquel nous faisons face. Pendant ce concert, j'ai vu à la fois des très jeunes, j'ai vu des parents avec leurs enfants qui étaient là plus contraints que par plaisir, et j'ai aussi vu des parents qui étaient réellement là par plaisir. Ça m'a rappelé, parce que j'ai eu la chance de l'avoir fait, le dernier concert de Johnny au Vélodrome, et j'ai ressenti la même chose. Alors non pas sur la musique, qui elle est différente, mais sur la personnalité des deux hommes, assez proches de leur public, sur cette volonté de tirer tout le monde plus ou moins vers le haut. C'est quoi le plus artistique de Jul? Parce que bon, nous on est une certaine génération. La simplicité. La simplicité, je pense que c'est ce qui a plu. Et alors ça recoupera ce que pourra dire Ghislaine d'ailleurs sur TikTok et sur la consommation qu'en font les jeunes. Aujourd'hui, on est face à un artiste qui a su capter une génération des années 90 jusqu'à la génération des années 2000-2010. D'accord. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, et pour le coup, on est en train d'assister à un vrai phénomène national d'ampleur. Sur les prochaines années, je peux vous le signer, dans 40 ans, quand il va décéder, on préviendra le président de la République avant de prévenir l'AFP, et on aura une journée de deuil national. C'est le niveau dans lequel il s'est projeté. 40 ans, vous lui laissez pas beaucoup de temps. J'espère qu'il est jeune, beaucoup plus, et qu'il nous fera une belle transition vers la variété. Bon, et puis le tour de table de Ghislaine Selika. Donc, alors, il en a un petit peu parlé, Samuel. Maintenant, vous faites équipe. Les sujets m'intéressent. Ben oui, en plus. Alors, la commission d'enquête sur TikTok qui se déroule actuellement, une commission donc présidée par Arthur Delaporte, député socialiste, qui a porté la loi influenceur. On vous écoute. Oui, absolument. Donc, c'est une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok
sur les mineurs. Donc on rejoint la thématique de Philippe autour donc de la santé mentale. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, je suis co-réalisatrice du film Arnaque, fric, politique, le vrai business d'influenceurs. Et suite à ce documentaire donc qui est diffusé sur Complément d'enquête, il y a eu la fameuse loi donc sur les influenceurs. Donc Arthur Delaporte prend corps et âme aujourd'hui ce sujet TikTok parce qu'en fait c'est la jungle, c'est le Far West. Il y a les matchs TikTok, il y a les challenges TikTok. Donc les matchs TikTok, c'est une sorte de mendicité numérique où tout le monde va mettre de l'argent, des roses, etc. Donc il y a un abus quelque part des internautes, les jeunes en fait qui se retrouvent face à des contenus violents, des contenus même violents autour de la dysmorphophobie, où il y a énormément de jeunes filles qui prônent le corps skinny. Donc ces commissions, ce sont voilà des interrogations sur les effets négatifs donc de TikTok, avec des avocats, avec des lanceurs d'alerte, avec des politiques, avec des personnes eux-mêmes qui ont été victimes, donc des enfants qui ont voulu se suicider suite à TikTok. Et Amnesty International aussi avait lancé une enquête là-dessus sur les dérives en fait des algorithmes. Ce que vous êtes en train de nous dire, et je pense aux parents qui ont des adolescents, tiens j'en suis un, vous dites à la limite Instagram, les autres réseaux sociaux, ça se gère, TikTok non, ça se gère pas? TikTok en fait, pourquoi ça se gère pas? C'est à cause aussi du scrolling, et en fait le scrolling est plus rapide sur TikTok et l'algorithme est plus violent. Donc à partir du moment où un jeune... Rappelez-nous ce qu'est le scrolling. Le scrolling, eh bien c'est de faire défiler les vidéos, vous voyez, tout le monde le fait dans le métro, voilà, c'est voilà, de faire défiler des contenus. Et donc moi je dis pas que TikTok c'est négatif, je ne suis pas pour supprimer TikTok, mais il faut réfléchir à une réglementation, donc à une loi comme l'a fait Arthur Delaporte pour la loi des influenceurs, et aussi quelque part à une répression en fait de ces plateformes qui est vraiment un vivier aussi pour un terrain aussi pour la pédocriminalité, parce qu'en fait il y a beaucoup donc de pédophiles qui vont dans certaines communautés à la traque en fait des mineurs. Donc si vous êtes parent et que vous avez la pression, papa, maman, je veux les réseaux sociaux, oui sauf TikTok, dites-le si vous le voulez. Oui sauf TikTok, moi, je suis pas quelqu'un de radicalisé. Il faut faire attention, mais on l'a vu dans une série que j'encourage à découvrir sur Netflix, Adolescence, qui rejoint en fait tous les sujets dont on parle sur la violence chez les jeunes, que les parents eux-mêmes sont dépassés par ça. Clairement. Voilà. Bon. Merci les trois vraies voix pour vos 3 tours de table particulièrement intéressants. Dans un instant, c'est le coup de projecteur. Certes, l'article qui supprime les ZFE doit encore être adopté par les députés lors du vote de l'intégralité du projet de loi. Mais la décision tombée cette nuit inflige une sacrée défaite à l'écologie dite punitive. L'accès au centre-ville ne sera plus interdit aux véhicules très anciens et polluants. Initiés en 2019 pour limiter les émissions de particules fines, les ZFE sont une mesure emblématique de la loi climat et résilience du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Revenons avec vous, les vraies voix et les auditeurs de Sud Radio, avec la question centrale du problème qu'on vous pose sur le compte X de Sud Radio. Allez-y, donnez-nous votre point de vue et je vous donne le résultat dans un instant. Les voitures doivent-elles avoir accès au centre-ville? Oui, non ou sous condition? Dites-nous ce que vous en pensez, c'est la base, et puis on va en deviser avec Raphaël Rémy-Leleu qui sera notre grande témoin, conseillère écologiste de Paris Centre. On imagine un petit peu son point de vue. Raphaël, grand plaisir de vous retrouver. Dans un instant, on se retrouve pour le coup de projecteur. Juste en un mot, c'était une bonne idée ou pas ces ZFE? Ah, mais si vous imaginez mon point de vue en plus. Parce que je vous apprécie tellement et je vous ai avec moi pendant tous les étés dans les vraies voix, donc je sais. Est-ce que c'était une bonne idée ces ZFE en un mot, et puis on en parle après? Très bonne idée, très mauvaise réalisation. Et là maintenant tout de suite un naufrage. Bon, et bien voilà, c'est ce qu'on appelle clairement poser le débat. Mais vous avez l'habitude des vraies voix. Je vous connais, Raphaël Rémy-Leleu. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel.
C'est le moment du coup de projecteur et nous allons ouvrir un débat autour de la voiture et d'ailleurs qui se poursuivra dans la 3e heure, dans les vraies voix qui font rouler la France. Vous allez d'ailleurs intervenir, vous les auditeurs de Sud Radio. Nos vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil et Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le chantier de l'A69 reprend. Les agriculteurs font plier le gouvernement sur les néonicotinoïdes. Et puis, coup de tonnerre cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés approuvent la suppression des zones à faible émission. L'écologie demeure-t-elle une priorité pour la France? L'écologie punitive vient-elle de perdre le combat? La santé des habitants des grandes villes sera-t-elle sacrifiée? Revenons à la question de base sur la passe d'armes de la nuit dernière à propos de l'accès des véhicules polluants dans nos centres-villes. La question que nous vous posons sur le compte X, et vous êtes nombreux à répondre, continuez. Les voitures doivent-elles avoir accès au centre-ville? Vous dites oui à 90%, vous dites non à 6%, vous dites sous condition à 4%. Pour l'instant, la consultation est claire et nette. Pour nous éclairer et dans une position, cette fois-ci, puisqu'elle a déjà été vraie voix, mais dans une position de grand témoin, Raphaël Rémy Leleu, conseillère écologiste de Paris Centre. Bon, alors, sur le principe, déjà, Philippe Bilger, l'histoire des voitures dans le centre-ville, on peut faire sans, on doit faire avec? Alors, d'abord, j'avoue ma superficialité dans ce domaine. Je ne suis ni un spécialiste de l'écologie, ni un spécialiste de la voiture, mais à partir de ça, j'ai essayé d'être un citoyen qui s'informait et j'ai bien compris qu'il y avait derrière tout cela une préoccupation écologique. Ensuite, j'avoue que j'ai été davantage convaincu par la campagne qui a été menée, par exemple, par Alexandre Jardin, qui a cherché à démontrer qu'en réalité, derrière tout cela, il y avait une discrimination sociale, une envie de laisser les gueux, comme ils les appellent, à l'extérieur de la cité, pour que les pauvres ne viennent pas troubler la vie des riches. J'ai bien conscience aussi, pour anticiper les réactions de tout à l'heure, que c'est sommaire de ma part. Mais j'avoue que mon premier mouvement est tout de même de ne pas aimer ces discriminations sociales dont je ne comprends peut-être pas assez la nécessité écologique. Raphaël Rémy Leleu, est-ce que c'est finalement la question des ZFE qui est posée ou, comme on l'a souhaité, la question de la présence des voitures, on va dire, domestiques dans le cœur des centres-villes? Vous, à Paris, vous avez dit on fait tout pour qu'il n'y ait plus de voitures. Est-ce que c'est tenable? Alors, je reprends les choses dans l'ordre. Déjà, je suis très contente de toutes et tous vous retrouver, notamment Philippe Bilger. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas des voitures ensemble. Ah oui. Et je le remercie de poser la question de l'accessibilité sociale. Parce que justement, ça ne doit pas être une question des pauvres contre les riches. Ça n'est pas, d'ailleurs, même pas une question de voiture ou pas voiture. Pour moi et pour les écologistes, la question qui se pose en premier lieu, c'est la question de la santé. En fait, quand vous êtes résident en France, que vous subissez la pollution de l'air, on estime que juste pour la France, il y a 40 000 décès prématurés chaque année liés à la pollution de l'air. Donc pour nous, c'est d'abord un sujet de santé publique. Et j'aimerais pouvoir vous dire que ce qui fait crever les uns fait crever les autres. Et qu'il y a une forme de justice dans la mort et dans la maladie. Mais c'est faux. Parce que les personnes les plus exposées aux pollutions, ce sont les plus vulnérables en premier lieu. Que ce soit une vulnérabilité économique, que ce soit une vulnérabilité liée à l'emplacement du logement, que ce soit une vulnérabilité liée à la condition de santé préalable, ou même à l'âge et à l'état de santé général. Donc pour nous, là où c'est totalement délirant, totalement aberrant et véritablement dangereux, c'est qu'on a une bonne intuition, à savoir qu'il faut limiter les zones de pollution dans les hypercentres pollués.
j'imagine que comme moi, vous avez peut-être de la famille à la campagne, et quand vous rentrez à la campagne, d'un coup vous vous dites... On ne sent pas la même chose, on ne respire pas pareil, voilà. On ne respire pas pareil. Eh bien, il est temps de se donner les moyens qu'en ville également, on subisse moins la pollution. Et ça, c'est la bonne intuition de base des ZFE. Le problème, c'est que l'accompagnement social, l'accompagnement des foyers, y compris ceux aux plus faibles revenus, pour garantir d'autres formes de mobilité durable ou un accompagnement à un meilleur équipement, tout ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que c'était pas... Et ce que vous nous dites... Alors, Raphaël, bon, vous connaissez le principe. On continue, on revient bien sûr. Faut voir, mais Rizlen Selika, d'accord sur la problématique de santé, mais ZFE... En fait, comment ne peut-on pas être d'accord avec cela ? Je veux dire, comment ne peut-on pas être d'accord sur le fait qu'on a tous le besoin de bien respirer, de bien vivre, mais il y a aussi une question de logistique, il y a aussi une question de pratique. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger, comme quoi on ne peut pas ostraciser aussi une population à cause de cette pollution. Là, on est dans une sorte d'impasse, en fait. Important parce que la question de base, et c'est celle qu'on pose aux auditeurs de Sud Radio, appelez-nous au 0826 300 300, et d'ailleurs on va poursuivre le débat à 19h05 si vous êtes pour ou si vous êtes contre les ZFE. Mais Samuel Botton, alors il y a un problème de santé publique, Raphaël Rémy-Leleu le dit, tout le monde est d'accord, c'est important, mais est-ce que dans l'idée on doit faire en sorte que les voitures aient accès au centre-ville ou pas? Parce que c'est déjà la question de base au centre de la réflexion. Je pense qu'on ne traite pas la problématique de la même manière selon les villes. Alors moi, j'ai la chance de connaître assez bien les 4 grandes villes françaises. Paris, pour donner un exemple, vous avez 11 millions de personnes qui transitent dans cette ville chaque jour. Là où en temps normal, vous avez 1 million d'habitants. Donc évidemment qu'il y a une logique, je parle au-delà de l'aspect écologique, de désengorgement et des routes, et essayer, et c'est ce que fait très bien d'ailleurs la municipalité Hidalgo, mettre en place justement des moyens de transport alternatifs et essayer de renforcer le métro et les transports en commun, chose dont je suis très content. Moi je viens de Marseille, j'ai 2 lignes de métro et 2 lignes de tramway qui reprennent le tracé du métro. Alors pour parler des grandes villes et venir à Marseille, Marseille c'est une ville qui est extrêmement embouteillée, qui souffre de la pollution. Le maire Benoît Payan essaye depuis sa prise de fonction de pallier à ça et de repiétoniser la ville autant que possible, et notamment dans le centre, ce que j'ai pu constater il y a quelques jours. À Bordeaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais corrigez-moi, que le centre-ville est désormais le centre historique de Bordeaux est totalement interdit aux voitures. Et à Lyon, ils ont commencé déjà à mener une politique un peu dans ce style, mais qui ne fait pas forcément l'adhésion la plus totale chez les riverains. L'idée, ça reste quand même d'éviter d'avoir des voitures dans le centre-ville, on est tous d'accord. Et on peut corréler ça à un autre point, c'est ce que nous sommes censés faire d'ici 2035, le remplacement des flottes de véhicules thermiques. Je pense qu'on n'y sera pas du tout, qu'il nous faudra 10-15 ans de plus, mais ça rentre dans cette même logique. Et là, du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à un moment où on arrive sur des flottes de véhicules qui seront peut-être 100% électriques et qui permettraient justement de répondre à cet impératif écologique. Alors Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que la solution c'est, s'il y a des véhicules électriques, on peut continuer cette idée d'avoir des véhicules dans les centres-villes? Alors, sur la flotte électrique, c'est en partie une réponse à la question de la pollution de l'air. Néanmoins, le véhicule en tant que tel pose d'autres questions sur le partage de l'espace, le partage de stationnement, etc. Vous prenez 2 exemples qui sont très intéressants pour moi, et dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de Paris, mais aussi celui de Marseille. Faites attention sur Marseille, je suis très calé. Mais faites-lui confiance. Allez-y, Raphaël. Faites-lui confiance. Allez-y, Raphaël Rémy-Leleu. Même si j'ai toujours un petit problème historique avec le match Marseille-VASC, mais ça, on en reparlera plus tard. Ne rentrez pas là-dessus. Allez-y. Mais ce qui est intéressant à Marseille, c'est de voir que la compétence transport en commun est en large partie aux mains de la métropole. Et si on veut donner à chacun et à chacune, qu'importe sa situation sociale, qu'importe par exemple aussi sa situation de handicap, son état de santé, la liberté de se mouvoir dans la ville à un prix raisonnable, la question n'est pas tant celle de la voiture, c'est celle des transports en commun. Et là-dessus, en France, malheureusement, on est en retard, et je pense que ça fait partie des grands investissements structurels et écologiques.
En fait, la question, elle est là. Et on est d'accord, Philippe Bilger. C'est-à-dire que la question de prendre la voiture ne se pose plus s'il y a les transports en commun adéquats. Oui, bien sûr, mais je crains que ça relève d'une forme d'utopie. Jamais on aura suffisamment de transports en commun et suffisamment opératoires pour que les gens ne soient plus obligés de prendre leur voiture. Et Samuel parlait des voitures électriques. Là, je ne connais pas plus grand-chose. J'ai l'impression qu'elles vont coûter très cher et que ça va créer une nouvelle discrimination entre les gens qui pourront se les acheter et les autres qui ne pourront pas. Mais Philippe, on va se tourner vers les véhicules chinois à ce moment-là. Et tu auras un véhicule électrique de qualité aux alentours de 30 000 €, là où le constructeur français ne peut pas suivre. Sur la politique quand même qui accompagne les voitures dans le centre-ville, si on habite dans une banlieue d'une grande ville et qu'on veut aller au théâtre dans le centre-ville et que le théâtre, ça se termine comme chaque pièce à 23h, il faut rentrer, il faut bien une voiture, Rislaine. Il faut une voiture ou le RER. Ouais, mais le RER, vous en avez toutes les demi-heures. Moi, mes beaux-parents, ils ont des voitures. Maintenant, ils les prennent plus et prennent le RER. Mais bien sûr, il y a donc c'est cet impératif en fait des horaires. Mais je vais vous dire quelque chose aussi. Samuel et moi, on est deux exemples, deux vrais Parisiens, même s'il vient de Marseille et moi de Belgique. On n'a pas aimé la ville. Et on n'a pas le permis. Moi, j'ai pas le permis. Ouais, mais oui, j'ai jamais senti le besoin d'aller passer. À cause de quoi? Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'avoir une voiture dans Paris, c'est compliqué. On prend les transports. Moi, c'est surtout parce que je peux aller n'importe où dans Paris en transport en commun. C'est un luxe que je n'avais pas avant. Voilà. Et le fait de payer systématiquement pour garer votre voiture à une gare de banlieue pour aller à Paris en transport, c'est pas dissuasif? Ça doit pas être gratuit, par exemple? Pourquoi pas? Raphaël Rémy-Leleu, pour conclure. Raphaël Rémy-Leleu, pour conclure, la solution c'est quoi? C'est les transports en commun et une gratuité maximum pour ceux qui viennent de loin? Alors, la solution déjà, c'est de ne pas croire que des macronistes peuvent mettre en place des mesures écolo. On a eu la démonstration que ça ne fonctionne pas. C'est pas une histoire d'étiquette, enfin c'est une histoire de volonté humaine. On est dans l'humain, on n'est pas dans l'étiquette, on est dans l'humain. Pour appliquer une solution écolo en refusant l'accompagnement social qui doit aller avec. Donc priorité aux piétons, aux piétonnes, aux mobilités douces, aux transports en commun et promis on va y arriver. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Pas tout à fait. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France. Intervenez au 0826 300 300. Il y a Aude qui vous attend. Vous êtes pour, vous êtes contre les ZFE. Vous nous le dites tout de suite. On se retrouve dans un instant pour l'info.